Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Nous sommes quasiment à la fin de l'année 2024. Quel est l'événement géopolitique qui vous a le plus marqué? Il y a eu évidemment des nouvelles phases dans les conflits en mer Rouge, liés à la guerre contre le Hamas, euh, dans le voisinage d'Israël. On a eu la continuité de la guerre, évidemment, d'Ukraine, avec ses ondes de choc multiples, économiques, évidemment sécuritaires, sociales, etc. Mais dans ce contexte-là, il y a un événement qui m'a particulièrement marqué, ce sont les élections européennes de juin, parce que, au fond, elles sont intervenues après une période de 4 années de crise qui se sont empilées. L'Europe s'est toujours constituée, renforcée après les crises, mais elle n'a jamais connu autant de crises à la fois qui se renforcent mutuellement. Et donc on a eu ces élections dans un contexte extraordinaire, et ces élections finalement ont clarifié le jeu, au sens où les électeurs européens ont quand même montré leur attachement à l'Europe, y compris en Europe centrale, mais clairement on a vu leurs doutes, leurs craintes sur l'avenir, et puis finalement les conséquences aussi des fragilisations sociales auxquelles on a assisté. On s'attendait à un déferlement de désinformation, etc. Il y a eu des épisodes, mais dans l'ensemble, les processus se sont bien déroulés. Et ces élections ont abouti à une clarification du jeu politique à Bruxelles. On a maintenant une majorité gauche-droite au Parlement européen. La présidente de la Commission a été reconduite, avec d'ailleurs plus de voix que lors de la précédente élection. Et donc, au fond, cette clarification, elle doit maintenant être traduite dans les faits, et l'une des traductions va évidemment porter sur les enjeux industriels, de compétitivité économique, et puis aussi de transition énergétique juste, parce qu'on est dans une phase maintenant de la transition qui affecte les citoyens. Et donc ceux-là ont besoin d'être accompagnés, rassurés, aidés, et puis de savoir où on va. Justement, cette nouvelle donne européenne va se traduire concrètement pour le secteur que vous connaissez des énergies, enfin pas de l'énergie mais des énergies. Qu'est-ce que vous attendez comme implication concrète dès 2025? On a eu le fameux pacte vert, ce Green Deal européen, qui s'est fixé des objectifs de décarbonation très ambitieux sur tous les secteurs et toutes les politiques publiques visant toutes les dégradations environnementales. Et maintenant, on entre dans la phase de mise en œuvre. Et cette phase de mise en œuvre va être complétée par une vraie politique industrielle. Pour la première fois, on va faire à l'échelle européenne de la politique industrielle. Et c'est évidemment nécessaire, c'est pas du tout dans les traités, c'est une compétence nationale jusqu'alors. Et donc maintenant, il va falloir articuler ça. Le grand défi, c'est de ne pas finalement annuler tout ce qui a été décidé, de quand même le mettre en œuvre, mais de le compléter intelligemment. Les entreprises ont besoin de prévisibilité, de certitude. La décarbonation est inévitable, elle est absolument nécessaire. Maintenant, évidemment, il va falloir mieux organiser les priorités, le séquençage et finalement les mesures d'accompagnement de tout cela. On ne peut pas se permettre de décarboner en désindustrialisant. Ce serait dramatique. Et c'est tout l'enjeu des prochains mois et de cette commission qui vient de prendre ses fonctions il y a une dizaine de jours. 2024 a également été l'année des mouvements, des événements plutôt climatiques extrêmes, des sécheresses partout dans le monde, des inondations en Europe, évidemment l'Espagne, la France, l'Allemagne également, Europe centrale, des canicules en Inde, il a fait 50 degrés. Est-ce que ces événements, le fait que le changement climatique se matérialise, augmente les envies d'investir dans les énergies renouvelables? Alors, ce qu'on observe déjà, c'est que, en fait, les énergies renouvelables représentent la quasi-totalité des investissements dans le secteur électrique, par exemple. 80% des investissements dans le secteur électrique aujourd'hui, ce sont des énergies renouvelables et bas carbone. C'est quand même extraordinaire. L'ensemble des énergies L'ensemble renouvelables. de l'électricité. Oui, alors ça concerne l'ensemble. Pour l'essentiel, c'est du solaire. Et alors, pourquoi est-ce qu'on investit autant dans le solaire? C'est parce que grâce à la Chine et sa puissance manufacturière,
on est capable aujourd'hui de proposer des panneaux photovoltaïques à des prix défiant toute concurrence. Et donc, cette technologie-là, elle est abordable pour l'ensemble des pays dans le monde, que vous soyez riche, pauvre, développé, etc., etc. C'est hyper rentable, en fait, d'installer du photovoltaïque. Maintenant, les défis sont différents, c'est-à-dire que on va pouvoir en mettre jusqu'à une certaine mesure, parce qu'ensuite, il va falloir assurer la flexibilité du système électrique. Il va falloir construire les réseaux. Et donc, on arrive sur de nouvelles problématiques. Et celle-là pose la question de la régulation, des investissements, des matières premières, de l'électronique de puissance, de tous ces équipements-là. Et donc, pour répondre directement à votre question, l'un des indicateurs, c'est est-ce que, par exemple, les jeunes qui ont voté aux élections européennes ont voté pour des programmes environnementaux? Eh bien, en fait, ils ont voté pour des formations qui relèguent ces programmes-là en dernière priorité, curieusement. Dans le reste du monde, je crois que le sujet reste encore, avant tout, la lutte contre la pollution, et évidemment, les problèmes de santé, d'accès à l'éducation, de pauvreté, et il faut quand même le rappeler, il y a encore 700 millions de subsahariens qui n'ont pas accès à l'électricité, et 1 milliard qui n'ont pas accès à une cuisson propre. Donc c'est ça, eux, leurs enjeux, c'est pas le changement climatique, qu'ils subissent en fait déjà depuis longtemps. Donc en fait, nous, on a la perception que les événements climatiques extrêmes augmentent, etc. Mais dans la plupart des pays du monde, c'est déjà une réalité depuis longtemps. L'énergie a toujours été un domaine où l'aspect géopolitique est très fort et très important. Nous sommes ici à Abu Dhabi, dans une région donc fortement productrice. Est-ce que vous avez ressenti cette année, lors de la World Policy Conference, que des lignes étaient en train de bouger? Absolument. Si vous voulez, le grand avantage de sortir d'Europe, c'est qu'on sort de notre bulle européenne, où on a l'impression que la transition énergétique est un thème majeur, prioritaire. Ça l'est peut-être pour nous, mais dans le reste du monde, ce n'est pas le cas. Et alors ici, on est un peu dans un hub logistique, en termes de flux, entre l'Afrique, l'Asie, l'Inde, l'Europe, évidemment. Et ce qu'on voit, c'est que, évidemment, grand pays producteur, mais les messages que l'on entend, par exemple, c'est on va faire des renouvelables et on va devenir un champion mondial du déploiement des renouvelables, pas seulement ici, aux Émirats, mais à l'échelle mondiale, avec des entreprises qui affichent des objectifs de déploiement et qui les mettent en œuvre considérables. On ne fait pas juste des renouvelables, mais on fait aussi du nucléaire. Donc, il n'y a pas d'a priori technologique. On regarde ce qui marche et on le fait, parce que ça s'intègre de façon optimale dans le mix énergétique et électrique. Et puis, de façon très intéressante, en fait, nos politiques en Europe ont un impact sur les politiques ici. Et je vais prendre un exemple, c'est ce fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui va être progressivement mis en œuvre là en Europe. Donc en gros, on dit, il faut qu'on protège nos industries qui sont soumises à une tarification du carbone qui se renforce. Si on ne les protège pas, elles vont fermer et disparaître et elles seront ensevelies sur les importations. Et donc, le message, au fond, a été reçu ici parce qu'ils se disent, on a le choix, soit on paye la taxe en Europe et on leur donne l'argent, parce qu'on veut quand même continuer d'exporter en Europe, ou alors on met en place un mécanisme équivalent ici pour que finalement l'argent reste ici. Et on sent les prémices de la mise en œuvre d'un marché du carbone dans ce pays, dans cette région, pour justement éviter de payer et de laisser l'argent en Europe. Et puis finalement, tout le monde comprend bien qu'au fond, ce mouvement est inarrêtable de décarbonation à l'échelle mondiale. Et surtout, l'idée, c'est quand même la suivante, c'est que c'est le meilleur moyen, le plus efficace pour donner un cadre de décarbonation au secteur privé. Et donc, ici, on va sans doute voir ces prochaines années l'émergence d'un marché carbone. Et donc, les acteurs industriels dans cette région paieront pour leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce qu'en fera ensuite l'État ? On verra. Mais ils pourront investir dans les infrastructures, ils pourront éventuellement redistribuer en partie à leurs acteurs économiques, etc. Ça, c'est un débat de politique publique qu'il faudrait qu'ils mènent. Mais disons que voilà, l'influence européenne dans le domaine du climat, elle a des implications très concrètes et qu'on va voir, pas seulement ici d'ailleurs, au Brésil,
en Asie du Sud-Est, etc. Parce qu'au fond, on donne un peu... voilà, ça se diffuse et parfois on donne le bon coup de pied dans la fourmilière. Alors, ça crée des tensions, des récriminations, etc. Mais bien sûr, on n'a pas de marché du carbone à l'échelle mondiale. C'est ce dont on aurait besoin. Quelque chose en palier, avec les pays riches qui paieraient bien sûr beaucoup plus, les pays en développement moins, mais avec une trajectoire de progression. Tout ça, évidemment, n'existe pas encore, mais petit à petit, ce puzzle-là va se mettre en place. Et au fond, peut-être que les Européens, malgré toutes leurs difficultés, eh bien, y contribueront à accélérer ce processus.